cours au temple, cours aux autels. Assieds-toi, suppliante, aux genoux d'Agamemnon. Convoque les dieux, les célestes et les souterrains. Tes prières t'épargneront le deuil de ta pauvre enfant. Ou bien, il te faudra voir, abattue devant le tombeau, la Vierge, empourprée du sang qui jaillira de sa gorge, couverte d'or, en une source à l'éclat noir. Malheur. À quoi vous rappelez? Quel cri? Quelle plainte proférée? Maudite! Sur ma maudite vieillesse, mon esclavage insupportable! Attendez. Hey! Qui me défendra? Mère! Mère! Que cries-tu? Quelle nouvelle proclames-tu qui m'arrache à la maison comme un oiseau déblotti par l'effroi? Rien. Mon enfant. Pourquoi ces paroles de mauvais présage? Funeste prélude. Malheur sur ta vie. Explique-toi! Ne dissimule plus! J'ai peur, mère! Pourquoi te lamentes-tu? Enfant! Enfant d'une mère infortunée. Quelle nouvelle annonces-tu? Quand on a commencé à travailler avec un texte et une traduction qui tout d'un coup m'a fait entrer dans la pièce par les mots, par la manière d'être écrit, par presque un accent tonique qui était donné à la langue française, en la brutalisant un peu et en essayant de rester près du grec. Et après, comme toujours, parce que quand on entre dans un monde comme ça, et ce monde-là commence à révéler des trésors. Et Cube, je dois dire que c'est une pièce d'une richesse. Mais je ne sais pas, on n'en a pas fini avec elle, bien entendu. Et puis, non seulement d'une grande richesse, mais qu'on a l'impression qu'elle a été écrite à ce moment-là, mais pour notre temps presque. Oui. Et bon, je comprends, c'était peut-être un moment aussi où certaines valeurs commençaient à tomber, d'autres n'étaient pas encore inventées, et ce qui correspond en fait, d'une certaine manière au moment des Élisabéthains, et d'une autre manière à notre époque actuelle. D'ailleurs, la pièce est assez extraordinaire quand on regarde de près, parce que d'abord il est allé, lui, Euripide, chercher un personnage dans une antiquité pour lui, qu'il a tiré comme un mythe de sa tombe et de son enterrement comme ça qui était fait, pour parler de son époque à lui. Et en faisant ça, sa pièce, on dirait vraiment que c'est une pièce, on a souvent dit qu'on aurait dit 2 pièces, c'est pas vrai. C'est une pièce, on dirait à 2 volets. Et le premier volet, il a l'air d'être écrit vraiment d'une manière presque classique, comme les tragédies à cette époque. Et dès qu'on entre dans le second volet, on a vraiment l'impression d'entrer dans une pièce élisabéthaine. Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ça nous a été imposé par l'écriture. Et alors, ce mélange de temps, enfin, c'est saut dans le temps, c'est assez étonnant. Une vie, une œuvre, Euripide ou L'œil du Cyclope. Florence Marguier, François Connac.
commémoration de la grande victoire d'Athènes contre les Perses à Salamine, la bataille navale de Salamine en 480. On dit que, même si c'est sans doute faux, que Échille était là avec les combattants, les vainqueurs. Sophocle, jeune adolescent, chantait le chant de victoire et naissait Euripide. Pierre Judet de la Combe. Il allait naître un peu plus tôt, quelques années plus tôt. Et on sait à peu près sa date de naissance. En 485, quelque chose comme ça. Puis Euripide, donc, après, dit-on, voulait être athlète. Enfin, tout ça, ce sont les choses qu'on raconte. Donc, strictement rien n'est sûr. Qui était de très bonne famille, malgré ce que dit Aristophane, qui dit que c'était le fils d'une marchande d'herbes sur les marchés, ce qui veut dire en fait qu'il savait injurier les gens, comme les marchands d'herbes sur les marchés. Donc de très bonne famille, s'est pas intéressé à la politique, contrairement à Échille et contrairement à Sophocle. Et il s'est mis à composer les tragédies. Alors ce qui est important, c'est que dans notre représentation habituelle, on pense que Euripide vient après Sophocle. C'est l'état de la tragédie après l'apogée que serait Sophocle. Or, c'est pas le cas, puisque toute l'œuvre d'Euripide est strictement contemporaine de celle de Sophocle. Ils sont morts presque en même temps, à la fin du siècle, du 5e siècle. Et lui, donc, il a connu la période la plus faste d'Athènes, donc le siècle de Périclès, comme on dit, qui a duré en fait pas un siècle, puis la guerre du Péloponnèse et la chute d'Athènes, la fin, donc qui correspondait à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, c'est alors pour des raisons qu'on ne connaît pas, il a quitté Athènes. Alors serait-ce parce que il trouvait que les juges ne lui décernaient pas assez de prix lors des concours tragiques, pour telle ou telle autre raison, et il est allé à la cour d'un roi mécène, donc en Macédoine, où donc il y avait une cour lettrée autour de lui, et c'est là qu'il est mort, dit-on déchiré par des chiens, qui est sans doute une légende, mais ça veut dire déchiré par sa propre œuvre, les Bacchantes, qui sont des chiennes, et ces Bacchantes étant la dernière pièce qu'il a écrite avec Iphigénie à Aulis. Donc c'est un intellectuel, comme Sophocle et Échille le sont tout autant que lui, Aristophane et tous les autres, mais il ne s'est pas consacré du tout à la politique, on ne lui connaît pas d'activité politique, on dit qu'il avait une bibliothèque, on dit que c'est dans sa maison que le grand philosophe sophiste Protagoras venait faire des cours, faire des conférences, on dit qu'il a été disciple du grand philosophe présocratique Anaxagore, qui était à Athènes, et c'est vrai qu'on trouve dans ses œuvres énormément de ce qu'on appelle des philosophèmes, c'est-à-dire des morceaux de théorie philosophique sur le langage, sur la cité, sur l'éducation, sur la nature, sur les dieux, etc. Donc, et c'est de là que vient l'idée que Euripide serait un poète philosophe, idée qu'on a trouvée dès l'Antiquité et qui était véhiculée jusqu'à l'époque moderne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Euripide donc s'inscrit dans un art relativement nouveau, qu'est la tragédie, et il le révolutionne. Et on peut s'appuyer sur un témoignage, je veux dire les œuvres évidemment, enfin les 19 tragédies qui nous restent, 19 drames qui nous restent. Sur combien à peu près? Sur en gros 90, enfin donc on sait pas, donc une production énorme. Donc il produisait beaucoup et on a gardé relativement beaucoup d'Euripide à cause du hasard. C'est-à-dire qu'on a gardé, comme pour les autres grands auteurs tragiques, une sélection, mais aussi on a retrouvé au Moyen-Âge un manuscrit avec ses œuvres, enfin une partie de ses œuvres qui étaient classées par ordre alphabétique, c'est pour ça qu'on a Écube, Héraclès, Hélène, etc. Donc on a plus d'Euripide que de Sophocle, que d'Échille. Bon, cela est dû au hasard. Alors cette révolution de l'art poétique, de l'art tragique, c'est une révolution dans la musique, donc il a inventé de nouvelles manières de composer, et dans le langage, dans la composition des pièces, dans les personnages, etc. Alors on peut prendre, c'est intéressant pour comprendre ça, bon évidemment il faut lire ses œuvres avant tout, mais Aristophane en parle, alors parce qu'Aristophane dans cette comédie donc des grenouilles, écrite juste après la mort d'Euripide et de Sophocle, donc représente un Dionysos allant chercher Euripide dans les enfers, parce que ça lui manque un grand poète, un poète généreux, comme il dit. Dionysos arrive dans les enfers, et là il y a une lutte entre le vieil Échille, qui est détenteur de la chaire de tragédie, si on peut dire, dans les enfers, et Euripide, qui prétend occuper cette chaire parce qu'il est le meilleur. Donc il y a un conflit. Et Euripide dit, enfin le personnage d'Euripide dit à Échille, tu sais, la tragédie, je l'ai prise de toi. Elle était toute boursouflée, toute gonflée, avec des paroles trop hautes, etc. Et moi j'ai appris aux Athéniens à bavarder.
Et qu'est-ce qu'il a fait, Euripide? Et simplement, il a utilisé à plein la forme tragique telle que Échille l'avait élaborée, mais mal, en la faisant maigrir, en la rationalisant. C'est-à-dire, il a fait en sorte que tout le monde parle. Il n'y a plus ces grands silences impressionnants des personnages tragiques, figés dans leur douleur, muets de douleur, dont tout le monde parle, aussi bien les femmes que les héros, que les esclaves. Tout le monde chante. Et donc aussi bien le chœur que les personnages, donc les grandes monodies des personnages de Euripide étaient connues, donc elles circulaient, on les rechantait, et donc et quand même les pauvres Athéniens qui étaient faits prisonniers lors d'une expédition en Sicile, ils étaient dans une sorte de camp de concentration dans des carrières à Syracuse, et pour avoir un peu de nourriture, ils devaient chanter des chants d'Euripide, justement. Donc comme ça, c'est la preuve qu'il était extrêmement populaire. Donc il a, on peut dire, de certaine manière, rationalisé la forme tragique en la rendant performante dans tous ses aspects. Donc c'est un penseur du métier. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est arrivé avec des idées sur ce qu'est la tragédie, ce qu'il faut dire quant à la politique, quant à la religion, etc. Mais vraiment, il raisonne sur le fait qu'on a sur un plateau des personnages en scène avec un chœur, et que donc il y a la parole parlée, la parole chantée, et qu'il faut que tout cela, disons, fasse une œuvre qui soit au maximum de ses possibilités. Ne te consume pas si fort à pleurer ton amant. Oh, grande Thémis, et toi, Artémis souveraine, regardez ce que j'ai subi alors que j'avais lié par de grands serments le mari que je maudis. Je voudrais le voir et voir l'épouser, se décomposer et mourir, et le palais avec eux, puisque les premiers ils osent m'offenser. C'est quelqu'un qui non seulement dominait sa tradition, Jean Bollac. mais la renouveler en profondeur. C'est-à-dire il est à la fois dedans et dehors. Et ça, c'est toujours extraordinaire quand on saisit la position que quelqu'un a occupée dans son champ créateur de son vivant. Et donc, il vient après Échille et après Sophocle. Et pour Sophocle, pas de beaucoup. C'est-à-dire que il y a eu ce qui est intéressant, non seulement une production au même moment, mais aussi une rivalité et donc une influence réciproque entre les deux aussi entre Sophocle et Euripide. Alors nous pouvons le constater uniquement là où le mieux, là où nous avons le même sujet traité. Or, ça n'est vrai que pour un seul sujet, il y a une Électre de Sophocle qui est plus connue, et une autre d'Euripide, qui est beaucoup moins connue. Pour Sophocle, pour le dire brièvement, il s'agit de problèmes, d'un problème dont on en débat et dont on peut parler le lendemain de la représentation. Et donc Euripide, il vient après. Et alors qu'est-ce qu'il apporte? Et alors chez lui, voilà, il y a toujours le problème du mythe. Les auteurs de la tragédie grecque reprennent quelque chose qu'on appelle d'ordinaire mythe, mais qui sont en vérité des traitements littéraires déjà beaucoup plus anciens. Et disons, l'une des thèses que je soutiens, c'est que les mythes ont toujours été déjà transformés, pensés, écrits. Et donc, ce n'est pas quelque chose de fondamental qui serait à l'origine, disons, de la nature humaine. Quelque chose d'une expérience, disons, primordiale. Euripide n'a rien de cette tradition mythique, puisque il est à un certain moment où il hérite de cette tradition qui s'est déjà occupé du mythe, qui a déjà traité le mythe, et lui, il fait deux choses. C'est que, premièrement, il se réfère à l'expérience quotidienne, disons, il emploie une langue où il se réfère à un discours qui est celui de sa société, plus que peut-être c'est moins stylisé, en même temps de nouveau autrement plus.
C'est très compliqué parce que, comme il va vers le quotidien, une forme de simplicité et de naturel, ça lui donne une force extraordinaire qui suppose naturellement aussi une virtuosité dans tous les ordres, disons l'ordre de la musique, l'ordre de la métrique, tout cela. Par exemple, pour reprendre l'exemple d'Electre dont nous parlions d'un instant, il s'agit principalement d'un long débat entre la mère et la fille. La fille qui ne veut pas que la mère ait le bénéfice du meurtre qu'elle a commis. Et donc, là aussi, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure pour Antigone, un véritable débat chez Sophocle. Mais chez Euripide, ça devient un drame en un sens beaucoup plus réaliste et presque bourgeois. Avec donc ce que il prend, c'est une histoire. Et qu'il réinvente. Et pour la réinventer, il la rend, c'est un peu... vous savez, il y a quelque chose tout à l'heure, quand je vous ai dit que la modernité d'Euripide est quelque chose d'extraordinaire, il est même à l'origine de quelque chose comme le roman moderne. Comme disons, il n'y a pas seulement l'histoire du théâtre, mais parce que c'est assez romancé. C'est-à-dire que ce sont des scènes inattendues. Par exemple, dans son Électre subitement, elle a été mariée par ce fameux Égiste, le mari de sa maman. Elle a été mariée à un paysan. Alors elle vit donc à la campagne, elle est reléguée comme ça de la cour, mais en même temps, ce mariage n'est pas consommé parce qu'elle reste la princesse. Et alors il y a quelque chose qui se reconstitue lorsque tout à fait ailleurs, et plus tard, dans cette même pièce, sa maman arrive, puis elle se fera tuer par Oreste, puisque, évidemment, l'histoire reste toujours la même, elle est toujours reprise, mais elle est entièrement transformée, changée. Et alors là, c'est une bourgeoise qui vient à la campagne voir ce que sa pauvre fille fait dans cette ferme. Ce sont des situations l'une plus inattendue que l'autre, et donc romancées, toujours liées à une situation. Et donc à une invention de l'histoire, un peu. On sait tout, on connaît l'histoire. Donc d'un côté parce qu'elle vous est racontée au début dans un prologue, et puis ensuite c'est comment il va s'en tirer pour le refaçonner. Tout le théâtre d'Euripide, qui succède de peu d'années, mais enfin quand même qui succède à Sophocle et surtout à Échille, Jean Gilibert, dans un espace de temps de succession qui dure à peu près 20 à 30 ans, est lié à la configuration politique et de la cité d'Athènes, tout à fait différente d'Échille. Échille, c'est les guerres médiques, c'est-à-dire la défense du territoire hellénique et de la pensée et de la civilisation hellénique contre les invasions perses. Tandis que Euripide, ça se passe en guerre de Péloponnèse, c'est-à-dire une guerre civile. Une guerre civile entre Sparte et Athènes, une horrible guerre civile où Athènes va sombrer en peu d'années. Non seulement Athènes, mais toute la civilisation athénienne va sombrer. Ça se situe dans ce climat d'une guerre civile, ça se situe dans un climat sophistique déjà, enfin c'est l'apparition des sophistes que dénoncera Platon avec Socrate. C'est l'apparition d'une exacerbation de qualité de civilisation, mais aussi de défauts de civilisation, un hyper-rationalisme, une tendance au pathétique, un surrenchérissement du pathétique, un oubli un peu du tragique, les cœurs, alors que chez Échille, le cœur est le personnage principal, capital, c'est le cœur non seulement dans le Stasimon et dans l'Exodos, enfin dans toutes les parties chantées et dansées, c'est le cœur, l'acteur principal de la tragédie échilienne. Ça n'est plus chez Euripide. Si vous voulez, pour donner une espèce de référence, c'est proche les chœurs chantés, qui sont très beaux, qui sont déjà très poétiques. C'est ce qu'on appellerait les leaders de Schubert ou de Brahms ou de Schumann. Vous voyez, c'est chez Euripide. Alors, c'est bien que la tragédie est désarticulée, elle est un petit peu décalée par rapport à ce qu'elle était au début. Ça donne un écrivain, en fin de compte, pour nous modernes, je pense que la compréhension moderne est plus proche d'Euripide qu'elle ne serait proche d'Échille.
En raison de ça, en raison d'une exacerbation des passions, une exacerbation de la critique de la société, de la critique des dieux, de la critique même de la volonté humaine, de l'héroïsme des hommes et des femmes, pour une exacerbation voluptueuse, violente des passions. Maria Casares dans Écube, mise en scène Bernard Sobel, 1988. Il existe, oh, toi que j'aime à présent comme il t'est dû, Que devons-nous savoir, moi et mes enfants? une antique cache d'or des Priamides. C'est là ce que tu veux révéler à ton fils? Oui, et par toi, car tu es un homme pieux. En quoi donc est nécessaire la présence de mes enfants? Mieux vaut si tu meurs qu'il soit au courant. Bonne parole. C'est en effet plus sage. Sais-tu où se trouve le sanctuaire d'Athéna Elia? C'est là qu'est l'or? Quel signe l'indique? Une pierre noire qui fait saillie du sol. Mais encore, as-tu autre chose à me faire savoir? S'ouvrent aussi les richesses avec lesquelles je suis venu. Où sont-elles? Tu les tiens cachées sous tes voiles? Dans la masse du butin, à l'abri, sous cette tente. Où donc? C'est ici le mouillage bien protégé des Achéens. Il y a des tentes personnelles pour les femmes captives. Sont-elles sûres? Vides de mal? Nul Achéen n'y pénètre. Nous y sommes seuls. Mais entre. Écube, ça a été une sorte de compagne douloureuse, mais très. C'était vraiment très douloureux. Parce que elle draine vraiment jusqu'au fin fond de quelqu'un, comme ça. Elle draine tout, comme ça. Mais alors, une compagne assez extraordinaire, où tout d'un coup, on a l'impression d'être là sans cesse, pour une raison absolument vitale. C'est l'urgence et c'est où je me sentais dans un accord tellement profond avec elle. Oui. Que vraiment ça devenait une chose, je sais pas comment expliquer ça, mais ça a été la compagne qui m'a touché peut-être le plus profondément. Quelqu'un dont tous les mots me paraissaient absolument nécessaires à dire. Tu ne l'as pas encore subi, mais peut-être tu le subiras, le châtiment. Pareil à celui qui se penche et tombe dans le flot inhospitalier. Obliquement, tu tomberas du haut de ton cher désir, ayant dérobé une vie. Car là où les dettes se rencontrent envers la justice et envers les dieux mortels, mortel est le malheur. Il t'égarera du chemin. L'espoir qui t'a conduit, malheureux, vers l'Hadès de mort. Et la main par laquelle tu quitteras la vie ne sera pas main de guerrier. Ah, oui, entendez-vous les aïe du trace? Ami. Aïe. Casse. Fracasse.
n'épargnant rien. Jamais. Tu ne rendras un œil brillant à tes pupilles. Tes fils, tu ne les verras plus. Ils ne sont plus vivants. Je les ai tués. Moi, avec l'aide des malheureuses Troyennes, il a reçu son châtiment. Quand un personnage parle de son enfant, comme Écube qui vient d'apprendre la mort de sa fille sacrifiée pour Achille, elle parle de son enfant, donc elle est en pleine douleur, en plein cri. Donc là, on a un moment vraiment tragique. Et là, Euripide est virtuose pour ça. Puis il peut faire un pas de côté. Il se dit, mais elle parle d'un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant? De quoi parle-t-on en fait? Donc là, on va voir Écube changer de métrique, donc je vais passer à un autre type de discours, donc avec une rupture immédiate, et qui va disserter sur ce qu'est un enfant. Un enfant est-il ce qu'il est en raison de sa nature, donc de sa mère, ou en raison de l'éducation qu'on lui a apportée? Donc cela crée une dissonance gigantesque entre le moment pathétique, nous dirions tragique, et le moment, disons, plus dissertation, dialectique, où elle argumente différentes théories de ce qu'est un individu. Mais ça veut dire que là, c'est un travail d'analyse de la part d'Euripide. Il dit, mais bon, là, je fais parler une mère, mais qu'est-ce qu'une mère? Et une mère, je peux la faire parler sur ces différents modes. Donc ce sont des modes, disons, qui sont juxtaposés. Et cela crée une nouvelle idée de la durée du temps au théâtre, c'est-à-dire c'est le temps du discours, mais pas d'un discours qui se déploie simplement pour affirmer sa force contre un autre discours. C'est un discours qui est analysé dans ses différents constituants. Alors on a dit que donc Euripide était un auteur intellectuel, philosophe, ami de Socrate, ce qu'il était sans doute, et c'est pour ça qu'il aurait détruit la tragédie. Ça, c'est la fameuse thèse de Nietzsche, enfin Nietzsche n'étant pas le premier à dire cela. Non, je crois que c'est vraiment une analyse qu'il fait, une analyse du discours. Donc je parle d'un enfant et qu'est-ce que cela veut dire? Et le tour de force d'Euripide, c'est de faire que ce moment où on analyse, où on argumente, qui est un moment, disons, théorique ou un moment philosophique, au lieu d'être comme en philosophie ou en théorie un moment où on se retire des choses pour les contempler, les analyser avec une forme de sérénité, d'écart, de distance qui fait qu'on peut en définir les concepts dans une sorte de retrait, eh bien chez Euripide ce moment est le moment de quelqu'un. C'est quelqu'un qui parle et ça devient un moment dramatique. Dramatique parce que quelqu'un parle, une mère parle et c'est la mère qui vient de perdre sa fille. Et donc il y a une durée qui se crée par ce contraste entre deux formes de discours tout à fait opposées. Tout est dans le dire, en fait. Alors, cela, est dans le voilà, dire, oui. Exactement. C'est dans le dire, et dans le dire comme activité. Et là où je crois que beaucoup d'interprètes se sont trompés, c'est que ils ont pris dans Euripide non pas le dire comme activité, qui est toujours problématique, parce que quelqu'un parle, ne sait pas ce qu'il peut dire, vu il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, il ne sait pas à qui il parle, il peut lui-même changer, mais c'est une activité. Et on peut opposer le dire, selon une opposition maintenant bien connue, le dire au dit, à ce qui est dit, les contenus. Et beaucoup d'interprètes ont pris les contenus, qui peuvent être incohérents, effectivement, comme étant le message d'Euripide. Ils se sont intéressés à l'information, ou plutôt au contenu que Euripide communiquerait à travers la bouche de ses personnages. Alors que je pense qu'il faut s'intéresser à la manière dont ces personnages parlent. Et c'est la manière dont ces personnages parlent, le dire, ou les dire, parce qu'ils s'opposent les uns aux autres, ils s'opposent au cœur aussi, qu'il y a une autre forme de discours, puisque le cœur c'est un groupe, donc c'est un consensus. Eux, ils se déchirent entre eux. Eh bien, Euripide, donc, vraiment représente cela. Ces tensions qu'il y a dans le fait de parler. Venite a me, inferni dei, voi tutti che aiutaste il mio voler, la vostra forza ancor m'assista. Voi l'opera mia compier dovete, istinto in cielo nella morte il vero, il popol strugge il re in sua rovina orrenda.
Jean Belac, il semble que dans les tragédies d'Euripide, il y ait une forme de cruauté. Oui. En prenant la pièce d'Écube, moi ce qui me surprend, c'est que Écube ne crève pas les yeux de son ennemi, elle le laisse vivant. C'est la même chose pour Médée. Médée, elle ne va pas tuer Jason, mais elle va le laisser vivre. Est-ce qu'il y avait une signification pour les Grecs et notamment pour Euripide? Il y a une dureté. Il y a aussi un rapport à la mort qui est peut-être spécifique, qu'il faudrait aussi apprendre à lire, ce qui n'est pas nécessairement le nôtre. Et donc, la relation même entre mort et vie, non? Qu'est-ce que c'est que ce genre si essentiel et fondamental qui se termine non seulement sur une mort, mais sur des lamentations, sur des traînes, sur un deuil, sur voilà. C'est même difficile à jouer, je veux dire. Maintenant, quand on entre dans la technique dramatique, ça pose des problèmes, disons, de mise en scène. C'est inégal selon les tragédies. C'est important ce que prend la mort et tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire la prise de conscience de quelque chose qui a eu lieu. Or, ce qui est significatif et particulier pour Euripide, c'est que il reconnaît quelque chose que j'appellerais domination de quelqu'un sur un autre. C'est la véritable cruauté. C'est que Troie a été prise, vous parlez d'Écube, mais il y a aussi les Troyennes, donc une ville a été prise, il n'y a plus que des esclaves. Mais donc il y a ça, il y a cette domination de quelqu'un qui n'aime pas, qui a une supériorité sur celui qui l'aime. Il y a la supériorité du guerrier sur l'esclave qu'il a faite. Il y a dans Andromaque il y a la rivalité entre Hermione qui est de la gente per bene et l'autre est une esclave, bien qu'elle soit aimée de Néoptolème et sans doute préférée. Et c'est très social aussi le théâtre d'Euripide. Ce que je vous dis là sur la cruauté, c'est aussi la cruauté quotidienne, c'est-à-dire celle que nous vivons constamment et à chaque instant, est liée, disons, à des situations où la supériorité et l'infériorité interviennent constamment. Et ne me fait nul bien, mais tout le mal possible. Ingrate engeance, démagogue qui convoitait les honneurs de l'agora. Puissais-je ne pas vous connaître? Vous qui n'avez cure de nuire à vos amis quand vous prononcez les mots qui flatteront la foule. Et au fait, quel sophisme ont-ils inventé pour voter le meurtre de cet enfant? Y avait-il nécessité de trancher une gorge humaine sur la tombe où il convient plutôt de sacrifier un bœuf? S'il veut tuer ceux qui l'ont tué, s'il faut à Achille un meurtre, est-il juste que ce soit elle? À lui, elle du moins n'aurait fait aucun mal. C'est Hélène dont il devrait réclamer l'égorgement sur son tombeau, car c'est elle qui l'a perdu en le menant à Troie. Je ne crois pas que ce soit une vengeance. C'est une folie de la justice. Les Grecs, avec leur goût de la lumière, de que tout soit éclairé, que tout soit, qu'il y ait de la lumière partout, et il y a Écube qui amène dans tout ça le côté ombre de l'homme, le côté qui ne va pas avec la raison, qui est obscur comme ça. E qui che amor t'acciaia in carico. Ah, quale voce? Chi sei tu? Io, Medea.
Mais quant à Médée, c'est une aventure étrange. C'est difficile à saisir, pour moi en tout cas, difficile à saisir le théâtre d'Euripide. Il y a des choses extraordinaires, il y a une richesse d'invention, il y a la critique même est forte. Et puis à côté de ça, il y a des choses qui sont disloquantes. Enfin, dans le fait même de critiquer, dans le fait même de décaler tout le temps, ça se disloque par moments. Il y a une idéologie qui vient et qui va supplanter l'idéal de la patrie, par exemple. Bon, qui chez par exemple, Jean Gilbert, par exemple, chez Eschyle, chez Médée, l'idéologie, c'est quoi l'idéologie de cette pièce? L'idéologie, c'est une idéologie rationaliste, sans aucun doute, qui laisse subsister encore la présence des dieux, mais pas du tout dans l'aventure transcendantale de l'humain et du divin. Plus du tout, c'est terminé. Les dieux sont critiqués, ils font des conneries. Enfin, je veux dire, vous voyez, ils sont très très critiqués. Et donc la cité aussi, qui quand même a établi ses lois sur en partie des règles divines, en tout cas avec les dieux, la cité est critiquée. Enfin, c'est humain trop humain. Déjà, on pourrait dire, comme disait Nietzsche, humain trop humain, alors que le rapport humain-divin chez Eschyle et chez Sophocle est un rapport, on pourrait dire, de transcendance, de cause, non plus de cause seconde, mais de cause première, très très immense. Chez Euripide, non. Άλλα είπα πριν. Ανάγκης λόγια. Δεν θα ντραπώ να πω τα ενάντια τώρα. Σας στείνεις δολερή παγίδα στον εχθρό σου. Πρέπει να σε περνάει για φίλο. Αλλιώς με βρόχια του χαμού πώς θα τον ζώσεις που να τα δρασκελίσει δεν μπορεί. Από καιρό μελέτησα το σχέδιο. Μου πήρε χρόνο, μα έφτασε η ώρα να λογαριαστούνε τα παλιά. Εδώ που χτύπησα στέκω, επάνω στα έργα μου. Δεν θα αρνηθώ να πω ότι μηχανεύτηκα για να μην φυλαχτεί και ξεφύγει το χάρο. Dans Médée, par exemple, il ne peut pas s'en tirer autrement que de tomber dans le merveilleux. Et un merveilleux un peu qui vient à la rescousse, c'est-à-dire que Médée, après avoir tué ses enfants, la seule échappatoire qu'elle ait, c'est de rejoindre son grand-père le soleil dans son char là-haut dans le ciel. Bon, alors elle rejoint le char solaire. Et elle invective Jason, qui lui aussi, il est, si j'ose dire, veuf de ses enfants. Et il y a une invective, un dialogue entre Jason et Médée là-haut dans son soleil, et Jason sur la terre, si bien qu'il y a tout un rapport soleil-terre, mais qui est un rapport ambigu, un rapport... on pourrait pas dire. On imagine très bien ce qu'Offenbach en aurait fait, par exemple. Vous voyez, un côté un peu rigolard et un peu comme ça moqueur. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça avec Offenbach. Il l'a fait pour Agamemnon et Hélène, mais là, il ne l'a pas fait pour Médée. Mais ça, on pourrait le penser. Vous voyez. Alors, elle fuit, mais c'est comment dire, c'est un recours au ce qu'on appelle le merveilleux, jusqu'au merveilleux surréaliste. Enfin, ce qui compte dans Médée, ce que je crois qui compte le plus, c'est l'aspect légendaire. C'est plus que le mythe, c'est pas un mythe, mais c'est une légende. C'est une immense légende barbare, violente, imaginaire, faite de ruses, faite de beaucoup de choses, d'une femme qui est on pourrait dire de nos jours, c'est une bohémienne. Enfin, oui, on pourrait le dire aussi comme ça, si on rabaissait quelque peu. Hein. Alors, Jean Gilbert, en même temps, j'ai l'impression que chez ce personnage, chez Médée, qui est agi par la jalousie, par la colère, par la jalousie, c'est un personnage d'une grande lucidité. Oui. Il y a une grande prise de conscience, et ce qui est assez surprenant chez Euripide, lorsqu'il parle par exemple de Médée ou d'Hécube, enfin de ce personnage féminin, c'est que ce sont bien souvent des femmes qui vont jusqu'au bout de leur acte, mais qui ne vont pas tuer leur adversaire. Et c'est vrai qu'elle ne tue pas Jason. On pourrait dire, la passion de nos jours, elle pourrait tuer Jason. Ce serait une vengeance, si j'ose dire, équitable. Elle transgresse l'équité puisqu'elle tue ses propres enfants dans la lucidité passionnée. Les deux mots ne sont pas contradictoires. Elle tue ses enfants complètement pour se punir elle-même, parce qu'elle en souffre, et pour punir Jason et la Grèce. Parce que pour un homme, en Grèce, c'est une continuité, c'est très important. Elle le punit là où le bas le blesse profondément. Et c'est vrai qu'elle pourrait fomenter une révolution, elle pourrait tuer Jason, mais non, elle va beaucoup plus loin dans sa passion, elle pousse sa passion à
son extrême. Et c'est ça qui est pour nous, qui est difficile à comprendre. Peut-être la Phèdre de Racine approcherait, encore que le jansénisme racinien ne va pas très bien avec, mais quand même, si j'emploierais un mot moderne, la conscience. Elle a la conscience de ce qu'elle fait et elle revendique cette conscience. Et, je sens l'horreur de moi, enfin je sens l'horreur de mon forfait. Elle sent l'horreur de son forfait. C'est ce qu'elle dit, je me souviens. Elle sent l'horreur de son forfait. Femme de Corinthe, je suis sorti de la maison pour que vous ne me fassiez pas de reproches. J'en connais beaucoup qui impressionnent leur monde en s'éloignant des regards, ou au contraire en se montrant partout, tandis que d'autres vivent tranquillement et en retirent une mauvaise réputation de passivité. Car on ne trouve pas la justice dans l'œil des gens. Il y en a tant qui, sans connaître exactement le cœur d'un homme, le détestent dès qu'ils le voient, même s'il ne leur a rien fait de mal. Je pense que l'étranger doit se rallier franchement à la cité. Et je désapprouve le citoyen qui n'aime que soi et par bêtise blesse les gens de sa ville. Quant à moi, cet événement imprévu qui m'attaque a détruit mon âme. Je disparais. J'ai délaissé le plaisir de la vie. Et si vous voulez prendre un exemple que je trouve alors absolument somptueux, c'est le début de sa Médée, donc qui est la première tragédie connue que l'on a. Où c'est une tragédie, tout à fait fascinante, parce qu'on ne sait pas, Médée, si elle est déesse, puisque c'est la petite fille du soleil, ou si elle est mortelle, comme elle n'arrête pas de le dire. Et comme à la fin, elle part sur un char ailé, comme un dieu, mais au lieu de ce sera un dieu qui arrive sur une machine, à la fin de la pièce, elle s'envole, elle, sur une machine, un char, offert par son grand-père, le soleil. Il n'y a pas de dieu apparemment dans cette pièce, sauf la seule divinité que l'on ait au début, c'est Médée qui est hors scène et qui hurle. Donc elle hurle des paroles où en fait tout est dit. Elle dit que toute sa maison, donc ses enfants, son mari doivent ex-mari, enfin Jason, doivent disparaître et la nourrice qui est là, la nourrice de Médée, craint qu'elle ne fasse quelque chose de terrifiant. Donc on a des cris et des cris tragiques. Et c'est extrêmement précis quand, donc avec Myrto Gondicas, j'ai traduit cette pièce pour Jacques Lassalle, pour le Festival d'Avignon. On s'est rendu compte que les premiers mots de Médée, le cri de douleur, c'est le cri que poussent normalement les personnages tragiques en fin de pièce. Une fois que la catastrophe a eu lieu, donc ils découvrent leur malheur, les raisons de leur malheur, ils découvrent que c'est irréversible, etc. C'est le même cri. Le cri qu'on a par exemple dans Xerxès à la fin des Perses, est très souvent. C'est un cri qui, par exemple. Alors en grec, c'est Io dustanos ego. Bon, ça sans accent brut, quoi. Alors c'est très difficile à traduire parce que les cris en grec donc là c'est un code, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un sens précis. Io ce n'est pas ié, etc. Popoi ce n'est pas papaye, tout ce que vous voulez. Donc là pour traduire, donc à moins de remettre les onomatopées, ce qui pour nous serait les onomatopées sans aucun sens, ce qui à mon avis est absurde, il faut gloser. Donc il faut trouver des mots qu'on puisse jeter comme des cris mais qui aient un contenu. Donc là c'est malheur désemparé, anéanti de douleur, malheur mon malheur. C'est comme ça que nous avons choisi de traduire, mais bon, et quand Isabelle Huppert crie ça passe extrêmement bien. Donc là, on a une Médée qui est comme un personnage tragique en fin de course, c'est-à-dire qui est après la catastrophe. Donc elle pousse ses cris et donc elle annonce et la catastrophe en fait est à venir, c'est-à-dire c'est la fin de tout le monde, d'elle, des enfants qu'elle va tuer, etc. Et la fin de Jason. Donc tout est dit. Donc c'est fini. Et le personnage tragique de Médée, ce n'est pas Médée, la pièce, c'est Jason, qui lui va passer du bonheur au malheur. Pour elle, tout est clos. Et simplement, la pièce consiste en quoi? À
imposé la catastrophe qu'elle a vécue seule parce qu'elle était niée dans son honneur de femme, de fille, de petite fille de Dieu, etc. Donc c'est imposer la catastrophe aux autres. De quoi dispose-t-elle? Alors des poisons, évidemment, puisqu'elle est une magicienne. Donc elle est petite fille du soleil, donc elle connaît les secrets des choses. Elle est liée à Hécate, la divinité, donc de sombre, de l'irrationnel, si on veut. Et donc elle a ça comme arme. Et les dieux sont avec elle, puisque les dieux lui ont donné les poisons, etc. Mais là, Euripide fait le choix de ne pas utiliser vraiment cet aspect de Médée, la Médée sombre, que l'on voit par exemple dans la manière dont Pasolini a représenté Médée. C'est une Médée sombre. Enfin, ça, il ne le fait pas. Il n'y a presque pas d'imprécation, etc. Et les poisons servent simplement d'instrument. L'arme, la seule arme qu'elle est, c'est le langage. C'est de parler. Or, comme elle a été bafouée, elle a été mise hors de la société pour des raisons qui, aux yeux d'un grec de l'époque, d'un grec masculin évidemment, devaient paraître parfaitement recevables. C'est-à-dire que Jason, qui est un héros, qui a conquis la Toison d'Or pour être un héros, donc un roi, qui n'a pas de poste, si on peut dire, il n'a pas de trône, eh bien se débrouille pour en avoir un quand même. Pour ça qu'après avoir épousé Médée, il épouse la fille du roi de Corinthe. Et en organisant la vie de Médée de manière qu'elle soit là avec ses enfants, donc elle est quand même une forme de dignité. Évidemment, cette organisation rationnelle, planifiée des choses, de la vie, donc qui est au nom de la maîtrise de soi, au nom de la sagesse, puisque Jason est un être sage, contrairement à Médée, donc est en contradiction avec l'événement de la passion, l'événement qui fait qu'il a pu avoir la Toison d'Or grâce à Médée, etc. Donc il se met en contradiction avec lui-même. Et Médée, totalement désarmée par rapport à ceux qui représentent ces figures masculines, qui représentent le pouvoir, la raison, l'organisation rationnelle des choses. Ces hommes qui sont là, qui sont le roi Créon, Jason et le roi d'Athènes qui va venir, que c'est le même personnage, quoi. En fait, en trois figures. Eh bien, Médée n'a que le langage. Et ce qu'elle va faire, c'est une sorte de rhétorique très complexe, où elle va prendre des arguments qui portent, qui font mal. Et donc, quand on lit, quand on traduit, et donc quand on joue, on est frappé par cette discontinuité. Ce passage, on passe d'une forme de discours à l'autre. Et je crois qu'on peut dire... Des décalages et des retournements. Des décalages, je dirais, ça on pourra prendre un exemple ou deux. Je veux dire que et donc elle parle par citation. Ce qui est elle, c'est le cri du début, le cri d'un héros tragique après la catastrophe. Sauf que elle a la force, elle, qui a subi cette catastrophe, donc le déshonneur, elle a la force de contaminer, si on peut dire, l'ensemble de cette société qui la rejette, avec ses raisons, et de lui imposer la logique de la catastrophe qu'elle a dû subir. Et c'est en cela qu'elle est divine. C'est pour ça que Euripide n'a pas mis de Dieu dans cette pièce, puisque la divinité, c'est ce personnage bafoué, qui a cette force-là de malédiction. Et on voit la malédiction se réaliser. Et quand on entend ensuite le langage de Médée, qui est un langage extrêmement rationnel, très sophistiqué, avec des phrases extrêmement complexes, en fait, on a, disons, en contrepoint, ce cri. C'est ce cri qui est déployé sur d'autres modes. Oui, donc, diffraction et d'écoute à plusieurs niveaux. Et donc c'est cela qu'un acteur doit pouvoir faire, c'est-à-dire effectivement c'est de parler avec intensité cette passion d'une Médée qui peut maudire, mais qui parle non pas à partir d'elle-même, c'est pas un rôle qu'on puisse incarner, qui parle devant sa bouche, les langages des autres. Elle renvoie les langages des autres. Donc, alors, il peut y avoir des parties de discours parfaitement féministes, absolument, qui sont simplement le renversement des discours machistes qu'on a dans toute la littérature grecque, de la philosophie, de la poésie. Donc, tous ces langages sont possibles. Et alors, elle les emploie comme armes, parce qu'elle emploie contre les adversaires masculins, ceux qui raisonnent, ceux qui décident des normes, ceux qui savent ce qui est le bien, ce qui est le mal, ceux qui tracent des limites, alors qu'elle est hors limite, évidemment, puisqu'elle est déesse humaine. Alors, bon. Pierre, je disais comme ce n'est pas un plaidoyer, en fin de compte, ce qu'elle fait, son discours. Non, c'est pas un plaidoyer. C'est-à-dire que non, ce qu'il faut, c'est qu'elle gagne. C'est-à-dire qu'elle crée la situation où elle qui n'a rien, est tout. Et tout, ça veut dire quoi? C'est la destruction d'elle, puisqu'elle dit bien un moment dans un vers qui est difficile, on ne sait pas si donc là faut décider, ce qu'elle dit c'est la fin de ma vie ou le début de ma vie, parce que c'est le même mot. Bon, ben, c'est sans doute la fin. Donc elle dit je meurs. Avec ça je disparais, même si c'est en triomphe, donc avec ce char. Donc elle quitte tout.
Là, Hélène, je prends. Parlons de mes malheurs. Trois déesses sont venues trouver Paris pour débattre de la beauté dans le fond d'une vallée de l'Ida. Héra, Aphrodite et la Vierge née de Zeus, Athéna. Elles voulaient qu'un jugement fût porté au sujet de leur aspect. Aphrodite offre l'appât de ma beauté, si tant est que le malheur soit beau. Promettant à Paris qu'il l'aura pour femme, elle gagne. Paris, l'Idéen, a quitté ses étables. Il est venu à Sparte pour prendre possession de mon lit. Mais Héra, fâchée de ne pas vaincre les déesses, fit partir en souffle le lit où j'étais avec Paris. Ce n'est pas moi qu'elle donne au fils du roi Priam, mais elle compose avec du ciel une image qui respire, qu'elle fit semblable à moi. Et lui, il pense m'avoir, mais je ne suis qu'une illusion vide. Michel Cazenave, une autre pièce d'Euripide, Hélène. Alors c'est assez surprenant parce que Hélène va mettre le feu aux poudres, elle est la cause de la guerre de Troie, et pourtant, quand on lit les premières strophes, en fait, de la pièce d'Euripide, on s'aperçoit que Hélène est une illusion, est un fantôme. Ça, c'est assez étonnant. Et je dirais, c'est là où on voit aussi quelle est l'une des grandes veines d'Euripide, qui est cette espèce de rationalisme, d'exigence morale, éthique, mais fondée précisément sur la raison humaine, et qui fait qu'on ne prend pas les mythes au sérieux. Et on sait très bien en même temps que nous sommes dans un siècle dans lequel on dégonfle beaucoup de mythes, dans lequel on commence à se dire, oui, mais enfin, les dieux, ils se conduisent d'une manière qu'on n'accepterait pas de la part des hommes. Donc, d'une certaine façon, ils sont encore pires que les hommes. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans cette Hélène, et d'ailleurs on voit très bien dans la pièce d'Aristophane, les Thesmophories, dans laquelle effectivement on voit cette Hélène d'Euripide à laquelle on fait allusion, et qui est ce que, bon, je vais prendre un vocabulaire très moderne, on appellerait une Hélène New Look, par rapport à l'Hélène traditionnelle qui nous était présentée par l'Iliade et toute la tradition poétique. C'est que si on essaie d'y réfléchir, bien sûr, au départ, c'est de dire, en réalité, Paris, lorsqu'il a emmené Hélène avec lui à Troie, Paris n'emmenait qu'un fantôme. Bien, d'une part, il faut voir par rapport à quoi est posée cette situation. C'est qu'il faut remonter au jugement des trois grâces, si l'on peut dire, de Paris, entre les trois déesses, savoir laquelle est effectivement la plus belle, laquelle est supérieure. Et on voit très bien comment, ce qui est repris par Euripide, c'est l'idée que Aphrodite a bien promis Hélène à Paris, mais que Héra, dont il faut quand même pas oublier que c'est la compagne de Zeus, c'est celle qui règne en quelque sorte sur le bon ordre de l'Olympe, si tant est qu'il puisse y avoir un bon ordre dans l'Olympe, surtout lorsque nous sommes dans le monde des dieux, mais Héra en même temps qui est la garante des foyers, qui est la garante du bon ordre de la cité. Et d'une certaine manière, Héra fait qu'il n'emportera que son fantôme. Or, lorsque Héra décide qu'il n'emportera qu'une nuée, il faut penser en même temps, et c'est là où c'est extraordinairement ambigu, et on est toujours très ambigu avec Euripide, c'est que la nuée, le souffle, les nuages, dans le grec ancien, cela renvoie à la conception de l'âme. Donc, Paris n'emmène avec lui qu'un simulacre, mais en même temps, il emmène l'âme. C'est-à-dire qu'il emmène un simulacre qui est peut-être plus vrai que la vraie Hélène. Et en même temps, il y a une ironie absolument extraordinaire. C'est-à-dire que la guerre de Troie a eu lieu pour un crime, le fait qu'Hélène ait été emportée par Paris. La guerre de Troie a eu lieu pour un crime dans lequel, en fait, il n'y a pas de criminel. Puisque cette criminelle, c'est Hélène. Donc nous sommes effectivement totalement dans le jeu des dieux. Et la manière dont les dieux, d'une certaine façon, jouent avec nous. On n'est pas très loin de la pensée d'Héraclite. Vous savez, Lion est un enfant qui joue au trick-track. C'est-à-dire que les dieux jouent avec nous. Vainqueur! Il est vainqueur! Fanfare! Fanfare pour l'inconnu!
quelle est donc ce qui dame est Paris, le fils du roi Priam. Et si, je pense, Euripide reprend cette idée de l'Hélène en tant que simulacre, qui d'ailleurs il n'a pas inventé. Il faut pas oublier que dans le second livre de son œuvre, Hérodote nous présentait déjà la même idée. Mais évidemment, c'est dans le contexte des liens d'Hérodote avec l'Égypte. Et ce n'est pas pour rien que Hélène, effectivement, est emmenée en Égypte. C'est que, d'une certaine manière, nous nous trouvons dans cette situation absolument étonnante, c'est que Ménélas fait la guerre et entraîne finalement tous les princes grecs avec lui, tous les rois grecs avec lui, dans une guerre inexpiable de 10 ans, pour rien, en fin de compte, pour une pure illusion, mais c'est qu'en plus, lorsque Troie est vaincu, lorsque Ménélas récupère Hélène, en réalité, il ne récupère que le simulacre d'Hélène. Et pendant 7 ans, il va vivre avec ce simulacre. C'est-à-dire que non seulement il fait la guerre pour rien, mais en plus le butin, ce n'est rien. Et évidemment, bon, alors, il y a toutes les circonstances par lesquelles, finalement, il va retrouver Hélène, et Hélène, qui, elle, l'attend dans une grande fidélité pendant 17 ans. Et 17 ans, si on se replace dans ce qu'est la perception de la vie par un grec classique, admettons que Hélène avait 17-18 ans au moment où elle a été mise à l'écart, en quelque sorte, en Égypte, pour être préservée, et que donc on a envoyé son simulacre à Troie. Si Hélène avait 17 ans, elle a 34 ans au moment où Ménélas la retrouve. À l'époque, 34 ans, c'est être déjà une vieille femme. Donc, troisième ironie. Il va finir par retrouver sa vraie femme, mais au moment où, en réalité, je dirais, il ne peut plus rien avec elle. Bien. Et, de ce point de vue-là, ce qui est absolument étonnant, c'est que cette Hélène, qui d'une certaine manière nous est présentée comme tellement pure, en réalité, ce n'est pas elle, elle n'y peut rien à la guerre de Troie. Tout ça, c'est une affaire des dieux, et je le répète, une affaire de la manière dont les dieux jouent avec nous. C'est que lorsqu'elle va retrouver Ménélas, et alors qu'elle est poursuivie, on le sait, par le prince du lieu, elle va faire preuve de la rouerie féminine la plus incroyable. C'est-à-dire comment, au nom de la fidélité qu'elle doit à son époux, elle va en réalité tromper purement et simplement le prince qui la poursuit de ses assiduités, c'est-à-dire d'une certaine façon, comment elle va se comporter comme les Grecs classiques pensaient que s'était comportée la véritable Hélène à Troie. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on la met hors jeu, et en la mettant hors jeu, on la fait rentrer dans le jeu. Je vais me reposer. Et si je pouvais dormir ici, dans mon sommeil, je pouvais le voir. Le roi? Non. L'autre? Oui, un songe, rien qu'un songe qui me le ferait voir. Ce Paris, ce que je fuis, ce Paris, ce que j'adore. Ce songe, il me le faut, Calcas, promettez-le-moi. D'abord, si vous ne me le promettez pas, je ne vous aimerai plus. C'est ça qui m'est difficile. Non, ça ne vous est pas difficile. Ce songe, Calcas, ce songe. Ce que je n'aime pas chez Euripide, enfin ce à quoi je n'adhère pas chez Euripide, c'est le côté lettré. C'est le journal Le Monde, hein, c'est le journal Le Monde du vendredi. C'est-à-dire ? Qui veut dire les lettrés. C'est les lettrés. Nous sommes les grands seigneurs de la terre, nous sommes les lettrés, nous savons ce qui est bon, nous savons ce qui est mauvais. J'ai pas peur, hein. Je dis ce que je pense. C'est les lettrés. Et il y a cette tendance. Ça va s'exprimer comment chez Euripide? Chez Euripide, on sent très bien, il va jouer avec les mythes, avec les légendes, il en fait ce qu'il en veut, oui, un peu par là, enfin, il varie avec un talent extraordinaire. C'est très ironique. C'est ironique, ça fait bouger la société, ça fait bouger la cité, mais c'est ce que ne ferait pas ni Échille ni Sophocle. Chez Échille et Sophocle, c'est quand même l'idée du héros qui est là. Quel qu'il soit, c'est l'idée du héros démesuré, donc puni pour sa démesure. Mais c'est comme l'idée du héros, chez Sophocle, c'est le héros intérieur, chez Euripide, non, c'est pas le héros. Ça pourrait aller jusqu'à les choses modernes de l'anti-héros, dont je suis pas d'accord, parce qu'on fait de l'anti-héros un héros. Non, s'il est un anti-héros, il reste un anti-héros, il peut pas devenir un héros. Mais de nos jours, c'est ce qu'on aime faire, un anti-héros. Plus le personnage est dans la merde, plus il est sale, plus il est vilain, plus il est là, mieux il est, ça fait chic. Ça, c'est pour la bourgeoisie, ça. La bourgeoisie adore ça. Il est chic, ça fait chic.
c'est les intellos. Hein, bon. C'est pas ce que fait Euripide quand même. Oui, non mais c'est ce que Euripide a apporté. Alors je caricature, ma caricature est facile, d'accord, mais il y a quand même cette chose dans Euripide qui est avec un talent extraordinaire. Hein, c'est pas la question d'un, qui ne se retrouvera pas d'ailleurs dans les Bacchantes, mais ce qui est une autre, qui est un autre volet d'Euripide, qui est dans cette dernière pièce, autant qu'on sache, et qui dit autre chose. Mais enfin ça, j'en parlerai si besoin est. Mais vous voyez, il faut quand même se placer dans l'époque, sans faire de causalisme outrancier. C'est quand même l'époque des sophistes qui manient le langage, le concept, qui vont à droite, à gauche, partout, et qui font commerce de ça. Ils se font payer, les sophistes. C'est ça qu'il faut pas oublier. C'est un commerce. Ce qui voudrait dire que Euripide est un sophiste. Non, il n'était pas sophiste, il n'exerçait pas cette profession, mais il a été gagné par cet esprit. Alors Jean Gilibert, quand on lit Médée, là je cite, à un moment donné, au moment du plaidoyer de Médée dit « Chaque mot est grave ». Il dit « Chaque mot est grave ». Oui, donc oui. Ça rejoint un petit peu ce que vous dites par rapport. Je crois, enfin, oui. C'est-à-dire que dans Médée, la force, la grandeur de ce théâtre, c'est qu'elle pousse jusqu'au bout tout ce par quoi l'homme, enfin la femme, mais l'homme en général, l'homme générique est faible, battu des vents, il va jusqu'au bout. Et ça, c'est la grandeur de ce théâtre, la force de ce théâtre. Enfin, moi, je le vois comme ça. Il y a certainement d'autres façons de le voir. Enfin, chez les Sophocle, de la barbarie, on quitte la barbarie, on fait des héros. Des héros de la cité, des héros... Bon. Là, c'est aucun ni Écube, ni Médée, c'est souvent des femmes, mais pas que des femmes, ne deviennent des héroïnes ou des héros. Ils le deviennent malgré eux. C'est des figures de passion, surtout, qui poussent jusqu'au bout la conscience qu'ils ont de ce qu'ils font. C'est ça qui me paraît important. C'est très moderne dans ce sens, et c'est une grande ouverture. Mais en même temps, ça va donner un théâtre un peu intellectualiste, enfin qui va plaire aux intellos. Hein. Il y a tout un côté comme ça. Rien, je crois qu'on parle de passion, mais rien n'est primaire, rien n'est premier. L'amour n'est pas premier chez Euripide. Hein, c'est quelque chose, c'est une passion, mais déjà à la dérive. Ça donnera, si vous voulez, dans l'opéra, aussi bien Verdi que, enfin, ce qu'on voit dans Verdi ou même dans Wagner, enfin bon, c'est ces mêmes valeurs là, oui, c'est très particulier. Et puis c'est quand même la modernité par rapport aux deux autres, à mon avis, par rapport à Eschyle et Sophocle. C'est-à-dire que à partir du moment où les lois de la cité ne sont plus sûres, sont incertaines, où les lois divines ne sont plus sûres, l'homme est dépossédé. Et on accuse les dieux, le dieu trompe son monde. Critique qui a condamné Euripide et qui a d'une certaine manière décidé de la lecture qu'on en fait. Bon, c'est Friedrich Nietzsche dans sa naissance de la tragédie. Il ne faisait que reprendre, modifier un peu son point de vue quand même. Donc ce que les frères Schlegel, donc ces deux frères, deux théoriciens de la littérature romantique du début du 19e siècle avaient dit. Donc ces théoriciens avaient montré que Euripide, comme étant poète de la réflexion, poète rationnel, où la philosophie abonde tellement, la rhétorique aussi, avait signalé la fin du genre tragique. Alors Nietzsche a repris cela, et là il y a une chose, il y a dans un fragment, donc de l'automne 1869,
il dit quelque chose de Sophocle, d'Échille et d'Euripide qui, je crois, est tout à fait juste. Sauf que pour lui, c'est une condamnation. Mais je crois que c'est ça qui, au contraire, fait que cet auteur est passionnant et, je crois, a une très grande actualité théâtrale. Donc, pas pour rien qu'on montre beaucoup d'Euripide en ce moment. Alors, voilà ce qu'il dit. Donc, il s'en prend à Euripide, qui est le poète pour qui tout doit être conscient. Donc il n'y a pas le génie, il n'y a pas le délire, le dionysiaque. Donc c'est en cela qu'Euripide serait proche de Socrate. Alors voilà, là il oppose donc Sophocle, Échille et Euripide. Alors Nietzsche écrit « Les figures, donc les personnages de Sophocle et d'Échille sont beaucoup plus profondes et plus grandes que leurs paroles. Ils balbutient sur eux-mêmes et d'eux-mêmes. » C'est-à-dire que le langage renvoie à quelque chose qui est caché, donc qui est la nature douloureuse, le fait d'exister, le temps, donc des choses qui sont déjà là avant eux et qu'ils essaient de dire, mais qui évidemment ne trouvent pas le langage qui leur permet de le dire. Donc ils sont toujours en insuffisance par rapport à eux, mais la force de ces deux grands tragiques donc aurait été de signaler par les insuffisances même de ces personnages, ce balbutiement, de signaler les arrière-mondes mythiques qui conditionnent leur existence. Donc là il y a une ouverture du personnage, de cette figure apollinienne. Apollinienne ça veut dire clair, défini, solaire, défini, donc il y a un personnage avec ses contours, son masque, ce qu'il dit, son nom. Donc il y a une ouverture de ce personnage à quelque chose d'infiniment plus grand qui est derrière lui. Alors Euripide c'est l'inverse, donc continue à lire. Euripide se crée des figures en les faisant surgir anatomiquement. Il n'y a en elles rien de caché. C'est-à-dire anatomiquement ce sont que des présences physiques, presque des corps qui sont là, d'acteurs avec leur métier, qui bougent, donc il n'y a rien de plus que l'anatomie du personnage que ce que l'on voit. Et ce qu'on entend aussi. Donc il n'y a rien de caché, il n'y a pas de mystère. Bien, je crois que c'est effectivement, c'est vrai, d'une certaine manière, mais au lieu que cela condamne la tragédie d'Euripide, je crois que cela en montre tout le prix, c'est-à-dire que ce qu'Euripide a fait, il a vraiment réfléchi sur le fait qu'on a du théâtre. On a un plan, un plateau où des personnages apparaissent en pleine vision. Faut pas oublier que c'était sous le soleil, ça se jouait pendant la journée. Et il dit, nous avons des présences visibles, nous avons des phrases, et plutôt, effectivement, là il n'a pas tort, que de renvoyer à des mondes constitués, terrifiants, et dehors, il met toute la terreur dans ce qui se dit, dans ce qui se passe, dans l'ici maintenant du temps dramatique. Et donc il y a un travail de réduction de la part d'Euripide. Pierre Jeté de Lacombe, vous parlez d'un travail de réduction du temps, enfin d'un travail dramatique, et en même temps tout se vit dans l'ici et le maintenant. Moi je pense par exemple à la tragédie d'Hippolyte, Phèdre. C'est-à-dire que on n'est pas dans la Phèdre de Racine où la passion va être débordante. Enfin, c'est un état d'être en fin de compte qui est en train de s'expérimenter. Bah oui, parce que c'est vrai que la passion là, elle est on peut dire d'une certaine manière, elle est simple. Non, ce que Racine a fait, c'est cette révolution, c'est de faire que Hippolyte, qui est ce jeune homme qui se prétend sans désir, sage, dans Euripide, donc il suit les doctrines des orphistes. Mais dans l'Hippolyte d'Euripide, on voit la passion est donnée brutalement. Alors là aussi, Euripide fait son travail d'analyse. S'il y a passion, c'est que donc il y a Aphrodite. S'il y a Aphrodite, représentons-la. Et donc, Aphrodite vient sur scène déclarer que, pour se venger d'Hippolyte qui ne la reconnaît pas, qui ne l'honore pas, qui s'en tient au culte d'Artémis, la déesse vierge, parce que lui c'est un non-désirant affirmé, donc Aphrodite tout simplement impose la passion à Phèdre. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait une théologie derrière, ça ne veut pas dire que, voilà, nous sommes dans les mains des dieux, donc faut pas prendre ça comme un message, comme un dit, parce que après on serait assez ennuyé par d'autres pièces où les dieux n'interviennent pas, justement, donc on aurait du mal à reconstruire une théologie d'Euripide. Non, c'est ce travail d'analyse, on rend les choses présentes, on les met sous le soleil. Et ce qui ne détruit en rien la puissance d'Aphrodite, puisque Aphrodite va effectivement agir. Et donc, Phèdre se trouve en état amoureux. Alors ce qu'elle va faire, là c'est assez exceptionnel, donc c'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est d'ouvrir cette espèce de coquille qui est devenue Hippolyte. Hippolyte prétend être sage,
donc dominer ses passions, mais c'est faux, parce qu'il n'a même pas de passion. Donc il ne les domine pas, il vit hors passion, donc qui est un état d'être monstrueux. On interprète en général Hippolyte comme une pauvre victime. Non, c'est un monstre du non-désir absolu. Et ce que Phèdre fait, donc en le trahissant, en écrivant sur une lettre, tablette, qu'il a voulu la violer, c'est-à-dire qu'il lui impose d'être nommé amoureux. Qu'on dise de lui qu'il a été amoureux. Et d'en subir les conséquences. Et donc, et là, le tragique, c'est cela. Donc c'est le fait que Hippolyte puisse soit renvoyé à tout ce qu'il n'est pas. Et en même temps, on a l'impression que dans ce théâtre, on est prêt, enfin, Shakespeare a dû s'inspirer de ces personnages, parce que je crois Hippolyte dit à un moment donné, je souffre, enfin, il y a le jeu. Oui, alors là, on sait maintenant que Shakespeare avait un contact direct avec le théâtre grec, enfin, direct à travers les traductions latines, pas simplement à travers Sénèque, oui. Oui, alors, ce qui fait que Euripide paraît moderne. Moi, je dirais pas qu'il est plus moderne qu'Échille ou que Sophocle, qui sont aussi des auteurs réfléchissants, mais d'une autre manière. C'est que lui, Hippolyte, dans cette concentration sur chaque moment, c'est-à-dire il faut que, puisqu'on a une opposition, par exemple entre deux frères dans les Phéniciennes, il y a le cœur qui est là, qui peut raisonner, puisque le cœur c'est son but, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire, c'est de dire ce qu'on peut dire, que la collectivité peut dire d'un événement. Il fait que chacun de ces événements est plein, est pris pour lui-même. Et donc c'est une esthétique de la discontinuité. C'est ce qu'on lui reprochait. Ou au contraire, on en faisait l'éloge. Par exemple, si on fait l'histoire des interprétations d'Euripide, c'est passionnant. C'est-à-dire que, ou bien, par exemple, Aristote, qui trouve que c'était le plus tragique des poètes, parce que c'est celui qui savait le mieux construire ses drames en amenant vraiment à une fin tragique, lui reproche des discontinus. Alors qu'un autre, le théoricien qui s'appelle Longin, qui est un pseudo-Longin du 1er siècle, qui a fait le fameux traité sur le sublime, fait l'éloge d'Euripide, parce que Euripide, qui est d'un tempérament plutôt lisse, plutôt serein, ça c'est lié au fait qu'on dise qu'il écrit de manière trop plate ou trop basse, ou qu'il y a trop de réflexion, trop linéaire, trop de réflexion philosophique. On disait que c'était lui le tenant du style lisse, justement. Le style austère, âpre, rugueux, discontinu dans les mots, avec de l'espace entre les mots, c'est Échille. Le meilleur étant Sophocle, qui est la synthèse des deux. Mais Euripide, c'est le lisse. Alors, comme dit ce Longin, donc par son tempérament, cet auteur n'était pas porté au tragique. Sauf, de temps en temps, il y a des ruptures et il devient sublime. Comme dans une pièce perdue qui s'appelle le Phaéton, d'un seul coup, on voit le récit donc de cette course dans le ciel, en Phaéton et son père le soleil. Et là, Longin dit, on croirait que l'âme du poète est allée avec le soleil. Donc c'est ces ruptures, c'est ces moments, disons, où il se détache d'un mode de composition pour passer à un autre. Alors cela a pu le faire qu'il ait été condamné, quand on avait une idée de l'œuvre d'art comme une totalité, une perfection, donc une unité où tous les éléments doivent concourir à la même fin. Donc cela qu'on croyait trouver chez Sophocle, parce que évidemment on n'a pas fait attention aux détails chez Sophocle. Chez Euripide, donc cela pouvait être passé comme un défaut. Ou au contraire, pour un auteur comme Racine, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y avait à la fois ce moment, disons, presque mathématique de la composition, de l'action. Donc là, on est vraiment dans le rationnel, et ces grands moments de rupture, donc du sublime. Donc effectivement, donc l'esthétique de Racine pouvait trouver son compte. Chez les romantiques, je veux dire, là, c'était au contraire, c'était certain, donc ça allait contre lui, parce qu'on aurait voulu, à ce moment-là, qu'il y ait une ferveur dans l'œuvre, c'est-à-dire que la tragédie soit l'expression d'une vérité tragique. Alors, ce qu'on peut difficilement trouver dans Euripide, puisque donc on a ces ensembles clos sur eux-mêmes. Michel Cazenave, que représente la figure de Dionysos dans les Bacchantes d'Euripide? Lorsqu'on parle de Dionysos, il faut voir que c'est, je dirais, toute l'ambiguïté d'Euripide qui se fait jour. Dans la mesure où on sait qu'Euripide est ce que nous appellerions aujourd'hui un critique rationaliste,
et que lorsqu'il se trouve devant la figure de Dionysos, en réalité, en tant que dramaturge d'ailleurs, il est du côté du roi Pentée, de celui qui veut le bon ordre de la cité, et en même temps, il est du côté de Dionysos. Je pense que c'est une pièce dont il ne faut pas vouloir l'interpréter dans un sens ou dans l'autre. Il tient les deux rives en même temps. Alors, évidemment, avec Dionysos, nous nous trouvons devant quelque chose d'absolument étonnant, parce que, bien évidemment, on le sait, c'est le cousin germain de Pentée. C'est en même temps, il ne faut pas l'oublier, le cousin germain d'Actéon, c'est-à-dire celui qui a vu la déesse nue, la déesse Artémis, et qui du coup a été dévoré par ses chiens. C'est-à-dire qu'il fait partie d'une famille où d'une certaine manière, on sait, et d'ailleurs c'est l'expérience même de sa mère, d'où il est issu, on sait qu'on ne touche pas au divin sans que ce soit une expérience absolument terrible. Parce que, par exemple, dans le phénomène de possession, la manière dont les bacchantes sont possédés, la manière dont il va posséder la mère de Pentée, qui est sa tante, quelqu'un comme Agavée, et puis toutes les femmes qui vont autour, les femmes de Thèbes d'une manière générale, on voit très bien comme cette possession est à la fois ce que quelqu'un comme Platon, dans un moment pas très éloigné, note comme étant de l'ordre de la folie, ça nous sommes tous d'accord, mais en faisant la distinction, disant qu'il y a une bonne folie et il y a une mauvaise folie. Il y a une mauvaise folie par laquelle nous sommes détruits par la possession que les dieux ont de nous, et il y a une bonne folie dans laquelle nous nous construisons et nous établissons le rapport avec le divin, mais dans la même possession par les dieux. C'est-à-dire que d'une certaine façon, cette possession qu'on représente Dionysos, cette possession divine, c'est une possession forcée, puisqu'il oblige les femmes de Thèbes. En même temps, c'est une possession qui est de l'ordre de la grâce, puisqu'elles ont la découverte du divin, et en même temps, c'est une possession qui est de l'ordre du châtiment, et qui vont les amener au crime. C'est-à-dire que, à la fois, il n'y a de véritable religieux que dans la possession, et à la fois, de quoi est-ce que se paie la non-reconnaissance du religieux? Et on se trouve évidemment devant cette proposition extrêmement équivoque, c'est que la reconnaissance du religieux se fait dans la possession, et le châtiment de la non-reconnaissance du religieux se fait aussi dans la possession. Donc on voit comme Dionysos est un dieu extraordinairement complexe qui finalement réunit tous les aspects du sacré, tous les aspects du divin, en même temps, dans la mesure où son culte est un culte libérateur, c'est celui qui libère les âmes, qui leur permet précisément de trouver quel est leur véritable horizon, quel est leur véritable royaume, et en même temps, c'est le dieu du désordre, exactement à l'inverse, et où évidemment, là, Dionysos fait en quelque sorte couple très antithétique, évidemment, couple opposé, avec son cousin Pentée. Donc d'une certaine manière, ce que nous retrouvons, c'est à la fois, effectivement, je dirais, le déchaînement des forces octoniennes. Il faut penser par exemple à toute la thèse de Maria d'Accari sur Dionysos et la terre-mère, comme c'est en quelque sorte le témoin de cultes les plus anciens, même si Dionysos est un dieu indo-européen, nous le savons aujourd'hui. Mais en même temps, il faut se poser la question, pourquoi Dionysos, qui est le fils de Sémélé, qui est donc la fille de Cadmos, le fondateur de Thèbes? Pourquoi Dionysos est-il un dieu étranger? Puisqu'à l'évidence, il n'est pas étranger à la ville de Thèbes. Il est de la lignée royale de Thèbes. Et s'il est un dieu étranger, si on est obligé d'admettre qu'il est allé du côté de l'Inde et puis qu'il revient, ou si les Grecs vont en faire un dieu thrace ou un dieu qui vient de Thessalie, etc. Mais donc, le xénios, si l'on peut dire par excellence, alors qu'au contraire, il n'y a pas plus grec que lui, et alors que, par exemple, la découverte de l'Iniherbé nous a montré qu'il y avait déjà un dieu Diwo, Zonojo, qui est l'ancienne graphie indo-européenne, et que donc Dionysos est l'un des dieux les plus grecs qui soit, si on doit le faire étranger, c'est pour précisément en faire la figuration de ce tout autre, de cette altérité radicale que représente le divin et que représente le sacré par rapport à ce que nous sommes. Et en même temps, où Dionysos, je dirais, et comme la réponse, il faut pas oublier qu'évidemment Euripide, il faut l'inscrire dans l'horizon de la civilisation athénienne, c'est-à-dire en même temps de ce qui la fonde, le mythe de l'autonomie, le mythe de l'autochtonie, je dirais en même temps. Or, qu'est-ce que c'est que le mythe de l'autochtonie? C'est d'une certaine façon, les hommes s'engendrent eux-mêmes à partir de la terre-mère, et en fin de compte, pour dire les choses très crûment, si on pouvait se passer des femmes, qu'est-ce que ça serait bien mieux? Or, en même temps, ce que réintroduit Dionysos, c'est que précisément, des femmes, on ne peut pas se passer.
Parce que ce qui est tout à fait étonnant, c'est de voir comme, par exemple, lorsque Penthée va vouloir savoir quel est le secret des cultes de Dionysos, de ces femmes folles comme ça qui errent dans la montagne à la lueur des flambeaux, il va être lui-même obligé, en fin de compte, de se déguiser en femme. C'est-à-dire d'introduire le désordre dans la cité, ou je dirais, de marquer le désordre de la cité, alors qu'il est celui qui, normalement, marque l'ordre. Et je dirais, de ce point de vue-là, d'ailleurs, Penthée, c'est le représentant de ce qu'on peut appeler la religiosité poliade, c'est-à-dire du bon ordre de la cité, mais c'est en même temps, effectivement, et je dirais dans une vue de psychologie athénienne, celui qui porte l'ordre masculin en tant que tel. Et où ce qui est tout à fait étonnant à travers la figure de Dionysos, c'est qu'on retrouve ce que les investigations, les découvertes, les recherches psychologiques, pour ne pas dire psychanalytiques, les plus profondes de notre siècle font ressortir. Je pense à l'œuvre de quelqu'un comme Jung, mais je pense en même temps à l'œuvre de quelqu'un comme Lacan, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de continu, et je dirais essentiel, entre d'une part la féminité, entre d'autre part, parce que Dionysos, Dieu sait que c'est un dieu ambigu de ce point de vue-là, entre la féminité, entre la folie et entre l'extase. Or, avec les femmes, avec les Ménades qui accompagnent Dionysos, c'est exactement à cela qu'on a introduit. Et d'une certaine façon, il me semble que ce qu'accepte, je dirais presque contre lui, malgré lui, quelqu'un comme Euripide, parce qu'il essaie de le comprendre, et en tant que dramaturge précisément, il n'a pas à dire voilà où est le bien, voilà où est le mal, et contre éventuellement ses propres opinions, c'est que d'une certaine manière, et c'est là ce que nous dit Dionysos, c'est que si on n'accepte pas la folie, alors on est fou. D'une certaine manière, on est fou de ne pas être fou. Est-ce qu'il y a un portrait d'Euripide? Oui, il faut aller au Louvre, donc là vous l'avez, là il est assis, donc c'est une chose assez extraordinaire, donc c'est une sculpture, je crois que c'est une copie romaine, enfin donc d'un original grec. Alors est-ce que ça ressemble à Euripide? On n'en sait rien, je veux dire, mais c'est intéressant, c'est de comparer cette figure d'Euripide par rapport à Sophocle et par rapport à Échille, donc puisqu'ils sont représentés tous les trois de manière différente. Donc là il y a un petit système, et on voit donc Euripide voûté, assis, barbu, laid, donc mal coiffé. Alors donc ça correspond à tout ce qu'on disait de lui. On disait justement qu'il était un peu comme un cyclope, comme un sauvage. Et la preuve, c'est qu'il allait composer dans son île à Salamine, là, dans une grotte. Bon, on l'a retrouvé. Et loin des gens, comme le cyclope, dans sa caverne. On disait même qu'il sentait mauvais de la bouche. C'est-à-dire que ça veut dire que donc c'est la bile qui est là, la trabillaire, et c'est pas le miel qui sortait de sa bouche comme pour les poètes normalement. Donc effectivement, on montre c'est le poète contre. C'est lui qui prend chaque objet de la tradition et qui le renverse, qui en fait autre chose, une espèce d'auteur asocial, populaire asocial. Non, c'est un auteur qui ne se pensait pas en dehors de toute reconnaissance, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il devait être reconnu. Que c'était, donc il était peut-être aigri, je n'en sais rien, du fait de ne pas avoir obtenu beaucoup de prix, moins que Sophocle ou Échille. Je veux dire, mais tout l'art était officiel. Et c'est pas parce qu'il était officiel, subventionné, comme on dit, qu'il n'était pas aussi extraordinairement individuel. C'est-à-dire que c'était cela, c'est-à-dire qu'on attendait d'un auteur, d'un poète, que ce soit les poètes épiques qu'il y avait encore, ou les grands poètes lyriques du 5e siècle, Pindare, Bacchylides, on attendait d'eux qu'ils soient surtout individuels, qu'ils soient exceptionnels. Et donc qu'ils reprennent les codes, la grammaire d'un genre poétique, et qu'ils en fassent quelque chose d'autre. Par exemple, on attendait d'un auteur tragique qu'il invente des mots. Donc quand un auteur tragique inventait un mot, c'était une espèce de coup d'audace, c'était une manière de reconcentrer toute la tradition, tout ce qui s'était dit, et donc en une nouvelle forme verbale. Mais on l'attendait. Non, ou bien il invente des mots, ou bien il met des mots à un endroit complètement incongru. Une chose qu'aucun n'aurait dit avant. Donc ça, c'est cette nouveauté-là était justement, on attendait de l'inattendu. C'était ce que ils étaient, on payait très cher pour, parce que c'est des spectacles extrêmement coûteux. Alors par exemple, c'est un exemple, dire que c'est un vers au tout début, donc qui a pu surprendre certains quand on l'a fait prononcer.
par la nourrice, qui donc parle des malheurs de Médée, du fait qu'elle ne s'entend plus avec son mari Jason. Et alors, donc elle s'entendait sur toute chose avec Jason. C'est bien cette vie-là qui est la plus sûre quand la femme n'est pas en dissidence avec le mari. Mais elle dit vraiment dissidence. C'est-à-dire, là, elle emploie un mot de la terminologie politique appliquée au mari. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura une vraie lutte. Donc dans le langage, il y a toujours un événement de plus que ce que l'on peut dire, que même les règles qu'on voudrait établir avec le langage. Et ça, c'est l'histoire, c'est la poésie qui permet de montrer ça. C'était Une vie, une œuvre, Euripide ou L'œil du cyclope par Florence Marguier, avec Pierre Judet de Lacombe, Jean Bollack, Jean Gilibert, Michel Cazenave. Archivina, Maria Cazares. Extrait de Écube avec Maria Cazares et Evelyne Istria, traduction Nicole Laureau. Médée avec Isabelle Huppert et Emmanuel Riva, traduction Pierre Judet de Lacombe. Hélène, traduction Jean et Mayotte Bollack avec Manet.